J'ai fait la connaissance d'Esteban lors de mes expositions de peinture. Il m'explique qu'il est en terminale et qu'il prépare un exposé de philosophie. Il souhaite obtenir mon avis en tant qu'artiste. L'art est-il la belle représentation d'une chose ou la représentation d'une belle chose? Je n'ai pas de compétences en philo, mais je me suis en effet souvent questionné sur ces deux idées, celle de la beauté et celle de la représentation en art. Le premier postulat de départ part du principe que l'art représente quelque chose, ce qui se discute déjà. Je précise que j'entends par le mot chose tout ce qui existe ou qui est concevable, qui présente un intérêt. La représentation du monde réel en images est en effet l'une de nos obsessions, et ce depuis toujours. Dès la préhistoire, l'homme tente de se représenter lui-même et les animaux qui l'entourent. On peut penser que ces représentations ont un rôle d'embellissement des grottes, mais peut-être avaient-elles aussi un pouvoir magique, celui de dominer ces animaux sauvages et puissants pour arriver à mieux les chasser et ainsi se nourrir. Représenter l'attaque et la chute de l'animal par anticipation, comme pour conjurer le sort. Je crois donc que, dès l'origine de la représentation, l'homme ne se contente pas de faire de belles choses, mais il donne à son art un pouvoir quasiment magique. D'ailleurs, comme le souligne Régis Debray dans son livre Vie et mort de l'image, les mots image et magie ont un lien de parenté puisqu'ils contiennent les mêmes lettres et forment une anagramme. On voit donc à travers cet exemple que la représentation a plusieurs dimensions. La première est une représentation de ce qui nous entoure, réalisée à partir de points, de lignes droites ou courbes, de surfaces et de volumes qui donnent naissance à une image compréhensible. La perspective linéaire y contribue efficacement. Et il y a une autre dimension essentielle en art, celle qui ajoute une part de magie, de rêve et de poésie. Celle qui n'est pas perceptible au premier coup d'œil. Au-delà des apparences, certaines œuvres évoquent plusieurs idées. Différents degrés de lecture sont possibles. Par exemple, la célèbre estampe japonaise d'Okuzai représente bien sûr deux immenses vagues. On doute que les très longues barques contenant plusieurs personnes survivent à une telle menace. Au-delà de cette première lecture, la vague connote aussi les griffes d'un dragon et évoque en fait l'incertitude de l'homme face à la vie. La plupart du temps, l'art questionne plus qu'il ne donne de réponse. Avant l'apparition de la photo en noir et blanc, en 1800, qui a permis de produire une image en négatif grâce à la caméra obscura, et de la fixer sur un papier traité au nitrate d'argent, les peintres n'ont cessé de représenter le monde qui les entoure. La représentation était la raison d'être. En 1903, l'apparition de la photo couleur remet tout en question. La photo couleur va permettre à la peinture fauve, entre 1904 et 1907, de représenter le monde de façon plus subjective, en s'éloignant des codes de la représentation en perspective et en accentuant les couleurs au point de se faire traiter de fauve. Encore plus extrême, Kandinsky, en s'inspirant de la musique, va inventer l'abstraction. Il fait tout pour prendre du recul avec la représentation, pour mettre en avant l'émotion, cette sensibilité qui peut nous submerger et nous émouvoir au plus profond. Donc, la question « l'art doit-il être la belle représentation d'une chose ou la représentation d'une belle chose ?» me paraît secondaire, dans la mesure où l'art met plutôt en avant des notions abstraites, émotionnelles, de questionnement philosophique ou politique. Il s'agit de transmettre une émotion, une idée, un concept, et cela peut ou doit parfois passer par une représentation percutante, expressive, expressionniste, voire surréaliste, qui peut faire peur ou dégoûter. Et c'est ce qui me semble essentiel. Donc, non, l'art n'est pas, à mon avis, la représentation d'une belle chose, mais peut participer à l'embellissement de drames, de situations difficiles, aider l'homme à porter son regard sur ce qu'il ne veut pas voir, le rebute, lui fait peur, pour lui permettre de relativiser et de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Par exemple,
L'œuvre Le Pied-Beau de Ribera peut sembler rebutante au premier regard, mais si l'on prend le temps de l'observer, on peut tout à fait s'émouvoir et ressentir de beaux sentiments, au-delà des handicaps de ce Picaro, ce qui signifie mauvais garçon pétri de bons sentiments, finir par trouver belle, voire sublime, l'œuvre si l'on fait l'effort de relativiser. C'est encore plus vrai lorsque l'on voit réellement cette œuvre sublime au musée du Louvre. Cela signifie que l'artiste a le pouvoir de rendre beau un sujet qui ne l'est apparemment pas. Une carcasse de bœuf, une guerre, un drame. Donc, au-delà de la représentation, c'est la question de la beauté qui se pose. La beauté est une notion très subjective et personnelle puisqu'elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe qu'à travers le regard de l'homme et de son éducation. En art plastique, elle correspond à un équilibre, à une harmonie. L'artiste Marcel Duchamp accordait autant d'importance au spectateur qu'il appelait le regardeur qu'à l'artiste. Jean d'Ormesson reprend cette idée dans son chapitre sur la beauté du livre Le Guide des égarés. J'ai d'ailleurs fait un montage audiovisuel de 6 minutes, La beauté, d'après Jean d'Ormesson, sur YouTube, pour illustrer cette réflexion. La beauté danse et chante dans l'espace et dans le temps depuis toujours et à jamais. Elle est dans l'œil qui regarde, dans l'oreille qui écoute, autant que dans l'objet observé. Elle ne suffira sans doute pas à sauver le monde de la folie des hommes et de leur génie, mais elle peut y contribuer. Elle est liée à l'amour, elle est promesse de bonheur. Jean d'Ormesson. Voilà ce que m'inspire cette question, en toute humilité, avec mon expérience de pratique artistique et d'enseignant en art. Question à laquelle j'ai essayé de répondre, comme me l'a demandé Esteban. Merci Esteban.